à vidéo exceptionnelle, setup exceptionnel. Je vous mettrai une petite photo un peu de mon installation. Vous comprendrez pourquoi je fais pas ça tous les jours et pourquoi j'ai réservé ça à cette occasion si particulière. Bonjour à vous, ici Mom. Vous êtes là en fait pour la dernière vidéo de la chaîne YouTube. En tout cas, dernière vidéo jusqu'à preuve du contraire. Puisque comme j'ai annoncé depuis plusieurs mois, je compte arrêter mes activités sur Internet, notamment YouTube et Twitch et compagnie. Je ne m'interdis pas de revenir ponctuellement si jamais j'ai un besoin urgent de faire une vidéo ou un stream. Mais voilà, ce que je veux dire avant tout, c'est il n'y aura pas de contenu régulier comme j'ai pu le faire depuis toutes ces années. Surtout en 2025 où j'ai fait quand même pas mal de vidéos. Sur la chaîne, il y avait environ 2 à 3 vidéos par mois, entre vidéos montées et rediff de stream. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et donc voilà, là ce qui se passe c'est que je me suis beaucoup investi ces dernières années. Et là du coup nous sommes en 2026, beaucoup de choses vont changer. Je vais pouvoir tout expliquer dans cette vidéo. Enfin pas tout à fait tout, parce qu'il y a des choses que je garde secrètes évidemment. Mais je vais revenir un petit peu sur mon parcours momistique. Donc là on va vraiment faire le bilan de la chaîne au général. Le bilan aussi de tous les projets que j'ai pu faire. Comme j'ai dit, j'aime bien conclure en wrap-up, tu vois, comme on dit chez les anglo-saxons, tu vois, vraiment en ayant un recul sur tout ce qui a été fait. Donc là, on va vraiment prendre le temps d'expliquer ce qu'il y a de bien en première partie. Voilà, on va parler de ce qu'il y a de bien. Et je réserve tout le sel pour la deuxième partie. C'est pas pour le watch time, c'est juste que je sais qu'il y a des personnes, elles préfèrent avoir le positif avant tout et le négatif qui vient ensuite. Comme ça, au moins, vous pouvez vraiment avoir le bilan positif bien comme il faut. Et si jamais tous les comptes que j'ai à régler, ça ne vous intéresse pas, vous pourrez couper la vidéo à ce moment-là. Bon, voilà, posez-vous, on va être chill à la cool. Je vais quand même monter la vidéo, il y aura quand même des cuts et compagnie. Mais on sera vraiment en mode small talk. Je vais parler, face cam, on va être bien. Mais voilà, on est vraiment dans une vidéo posée tranquille. Voilà, vraiment, là tu te poses, tu te mets bien. Ok, t'as bien compris le coup? Allez, c'est parti. Alors c'est quelque chose que j'ai pu dire en stream Twitch ou même dans certaines vidéos que j'ai publiées sur YouTube. Mais mon activité sur Internet, elle remonte à très longtemps. À l'heure où je tourne la vidéo, j'approche des 35 ans. Ça fait 21 ans que je suis sur Internet. Voilà, 21 ans. J'ai commencé à 14 ans, l'époque des skyblogs. En fait, quand t'as 14 ans et que tu écris, parce que moi, avant tout, je suis dans l'écriture, quand tu veux partager tes textes, on est en 2005-2006, t'as pas 36 solutions. Il y a bien des plateformes d'écriture, de partage et compagnie, mais c'est pas là où les jeunes vont. Les jeunes, ils allaient sur Skyblog. Donc, à 14-15 ans, j'ai lancé un Skyblog où je partageais mes pensées, mes billets d'humeur et la poésie en prose. C'est pour ça que, notamment, j'ai voulu terminer la chaîne YouTube avec un livre de prose poétique, avec une nouvelle et un recueil de poèmes combinés, Les pierres restent muettes et Gnose du vide. J'ai voulu faire ça parce que c'est comme ça que j'ai lancé en fait. J'ai lancé mon activité sur Internet avec des textes que je partageais sur Skyblog. Et ça en fait, combien de fois j'ai eu des moments à me dire « Ah c'est bon, ça me casse les pieds ». Ça a toujours été un peu mon leitmotiv. C'est je suis ultra motivé, je partage plein de trucs sur mon réseau. Et au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, je vois que ça marche pas, je vois qu'il n'y a pas de retour, je vois que la plateforme n'aide pas, du coup je passe à autre chose. Et en plus à l'époque, quand t'es jeune, t'as beaucoup de choses à faire, t'as beaucoup de changements dans ta vie, surtout moi j'ai eu plusieurs déménagements, donc ça arrivait régulièrement que j'arrêtais mes projets. Mais j'avais toujours en tête cette envie de faire des blogs, de partager, de créer. Donc après Skyblog, je suis allé sur Overblog, et après Overblog, j'ai été sur Blogspot. Je crois Blogger, tu vois. Non, pas Blogspot, ouais, je crois que c'est Blogger. Blogger, c'était Google quoi à l'époque. C'était vachement bien Blogger. Et voilà, donc il faut bien comprendre que la chaîne YouTube, finalement, c'est une suite logique de quelque chose que je fais depuis que j'ai 14 ans. Je lance un projet, je nourris le projet régulièrement, et à un moment, j'arrête parce que tout simplement, t'as beau fournir des efforts encore et encore et encore, t'as beau essayer d'analyser un petit peu la méta, voir un petit peu comment ça se passe aussi avec d'autres créateurs, toi tu vois que ça marche pas, t'arrêtes. YouTube, c'est vraiment arrivé en 2016, où j'ai eu une idée comme ça de faire des mashups. Alors j'ai aucune connaissance en théorie musicale et j'ai aucune connaissance en technique, mais j'ai voulu faire des mashups, je trouvais ça rigolo. Et en fait, en faisant ces mashups, et ça c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui veulent se lancer, mais lancez-vous, commencez par des petits projets à la con,
Même si vous n'arrivez pas bien loin et c'est pas super ce que vous faites, mais ça vous entraîne. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi en écriture. On commence par des petits textes, après on fait des romans. Et on commence par un roman qu'on peut terminer, et après on fait un roman qui nous tient à cœur. Mais là aussi, il y a des pièges, mais je ne vais pas venir dedans. Enfin, si je pourrais faire. Le piège, c'est que quand tu fais un roman que tu as voulu écrire depuis 20 ans et que tu mets beaucoup de toi-même dedans, après le piège, c'est que si ça marche pas, tu peux avoir envie de pousser encore et encore et encore, et en fait, il faudrait arrêter un moment. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est très compliqué ça comme dynamique, mais bon. Là, pour ce qui est du coup, je reviens sur le début de la chaîne Mom. Je faisais des mashups à la con, c'était moche, c'était pas mélodique, c'était pas bien, mais j'étais content de moi. C'était des petits défis que je me mettais et moi ça me plaisait bien de les faire. Et en me heurtant comme ça au logiciel de montage, je me suis dit mais il y a moyen de faire des choses. Du coup je prends Audacity, j'achète un micro, je commence à faire des poésiques. Donc je commence à lire mes textes ou à lire les textes d'autres personnes et à mêler ça avec la musique. C'était en lien avec un peu les tests qu'avait Usul sur les jeux vidéo, ces tests très personnels. Moi j'ai voulu faire ça aussi avec des chroniques musicales. Et en fait, au fur et à mesure comme ça, tu te dis bah ok, je fais le montage audio. Maintenant, si je branchais la webcam, je vois ce qui se passe. Ça se passe plutôt bien. Donc on continue encore et encore comme ça et on repousse un petit peu les frontières, j'ai envie de dire. À chaque fois, tu vas un petit peu plus loin dans tes compétences et du coup dans ta créativité. Ah, je peux faire ça, donc je vais tenter ça. Et cette dynamique-là que j'ai eue depuis 2018, quand j'ai vraiment lancé le format PPCM. Petite promenade côté mort d'abord, puis côté métal, puisque initialement j'étais orienté death metal. Et au fur et à mesure, je me suis quand même ouvert à d'autres horizons, puisque je n'écoute pas que du death metal. Et mine de rien, depuis 2018, j'ai vécu des choses incroyables. Ce qui s'est passé avec ma chaîne YouTube, jamais je n'aurais pu l'espérer, ni même me dire que ça allait se passer, quoi. Parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 20 abonnés, mais c'est des abonnés anglo-saxons qui étaient venus avec ma mashup à la con, ce qui est déjà miraculeux. Mais je lance mes vidéos YouTube, je commence à faire que du montage audio, je fais mon top 4 musique prog, et petit à petit comme ça, j'accumule des abonnés. Mais fin 2018, ouais, j'approche des 100 abonnés, ce qui est vraiment dingue. Parce que même si en 2018, j'étais déjà dans Thrash au corps, je mettais pas mes vidéos sur le site. Parce que je trouvais que mes vidéos étaient pas assez quali pour le site Thrash au corps. Et en fait, au fur et à mesure, je me dis, bon, on gagne du galon, je trouve mon ton, je trouve mon format, face cam, comme si j'étais en stream, et je me fais plaisir. Ah, en fait, en 2018-2019, chaque fois que je fais une vidéo, c'est un immense plaisir. J'ai plaisir à écrire, j'ai plaisir à tourner, et comme il n'y a pas de montage, à l'époque, je publie, nickel, merci, au revoir. Alors, je dis ça quand même, j'ai eu des moments un peu difficiles où... dans la vidéo sur Nécrophagiste, bloqué dans mon entier, parce que j'avais mis un morceau, c'était Symbiotic in Theory, bloqué. C'était le seul morceau de l'album qui était bloqué. Pareil, quand j'ai parlé de Confessor, Condemned, ça a été bloqué dans mon entier parce que Irake Record. Donc des fois, il a fallu que je retourne des vidéos, et ça c'est le problème quand tu fais pas de montage. Quand tu ne fais pas de montage, voilà, tu as une vidéo de 40 minutes, tu la retournes du début à la fin. Génial. Mais 2018-2019, je dépasse les 100 abonnés. J'arrive rapidement à 200. Là, je commence à mettre sur Thrash au corps mes vidéos. Je commence à les mettre, les PPCM. Et là, ça marche bien, ça marche plutôt bien. Et je monte à 300 abonnés. Et là, il se passe quelque chose de inespéré. Je suis reconnu par le grand Mighty Maxwell. Maxwell Dragon, Two Guys One TV. Moi, je me souviens, mais comme si c'était hier, j'étais en vacances chez mes parents. Et d'ailleurs, en vacances chez mes parents, je vais chez un disquaire, un troubadour du chaos, à Rennes. Et là, il y a un mec qui me reconnaît. Il y a un gars qui vient me voir et fait mais tu es Mom. Je reconnais ta voix parce que je m'endors en écoutant tes vidéos. Donc ta voix, j'ai bien en tête. À l'époque, voilà, j'avais vraiment que 300 abonnés et je me fais reconnaître au troubadour du chaos à cause de ma voix. C'était excellent. En plus, il y avait ma mère avec moi à ce moment-là. C'était rigolo. Et là, je rentre de ces vacances-là et je vois que j'atteins les 900 abonnés. Parce que Maxwell a mis en avant ma chaîne. Et mais ça va. T'es une petite chaîne YouTube qui parle de métal et t'as l'adoubement de Maxwell. Et en plus, c'est venu tellement vite parce que finalement, mes vidéos en 2018, c'était aux alentours de novembre où je commençais vraiment à m'y mettre. Et même pas un an après, il y a l'adoubement du père Maxwell. C'est incroyable. Et cette chance-là,
Et plusieurs fois, j'ai dit à Maxwell, hein, parce que du coup, depuis, je suis devenu modérateur de sa chaîne Twitch. Il est venu plusieurs fois à la maison. Donc Maxwell, maintenant, je peux le dire, c'est un pote. Voilà, quand je le reçois à la maison, on parle énormément et tout. Enfin, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Un gars adorable. Et mais combien de fois je lui ai dit, mais merci Maxwell en fait, parce que cette chaîne YouTube et mes projets de romans ensuite, bah, c'est à lui que je les dois, tout simplement. Dire la communauté que j'ai aujourd'hui, et je vous remercie d'être autant présente et présent, la communauté que j'ai aujourd'hui, à 80%, c'est Maxwell. Voilà, faut dire les choses. Dire, je vais pas minimiser aussi mon travail. J'ai beaucoup taffé, j'ai moi-même aussi fait pas mal de choses. Et je sais que dans ma communauté, il y a aussi des personnes qui sont venues avant tout grâce à mon travail. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a 80% des personnes qui me suivent. Et sur mon stream Twitch, je le vois bien. Là, je dirais c'est plutôt 90% des personnes sur Twitch qui regardent mes lives. C'est de Maxwell. Donc, ça, c'était une chance inespérée. Mais quel plaisir. Quel plaisir, quelle consécration. C'est valorisant, en fait. Tu te lances sur YouTube. Tu veux parler de métal parce que le métal, ça te porte. T'as cet amour de la musique que tu veux partager à des tas de personnes. Et en fait, ce qui est frustrant, évidemment, c'est quand tu parles de musique et qu'il n'y a personne qui écoute. Mais c'est pas grave. Au début, tu es vraiment en mode le plaisir avant tout. Tu partages du plaisir, il y a des commentaires qui sont plaisants à lire, tu es content. Mais quand en plus, tu te fais adouber par une figure médiatique que tu trouves sympa. Je veux dire, moi, Maxwell, Alors, j'ai découvert Maxwell un peu sur le tard parce que moi, je sais qu'il a commencé en 2012, 2013, même 2011, je crois. Pas sûr sur les dates. Moi, j'ai vraiment découvert ça en 2016-2017, voire plus, 2017-2018, je sais plus. Mais en fait, c'est des potes que j'avais rencontrés qui m'ont dit, mais regarde les vidéos de Maxwell. Parce qu'auparavant, moi, les vidéastes YouTube, les vidéastes métal YouTube, je regardais pas vraiment. C'est en rencontrant d'autres métalleux et métalleuses qui m'ont dit, mais si, regarde les vidéos de Maxwell, regarde les vidéos de Maxwell Me. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. Si on m'en avait pas parlé, je les voyais sur YouTube, je cliquais pas. Parce que je me disais, non, je peux découvrir tout seul. Mais en réalité, j'ai bien fait de cliquer parce que j'ai découvert pas mal de choses, notamment comment être youtubeur, mine de rien, comment être devant la caméra. Mais voilà, être adoubé par une figure médiatique telle que Maxwell, c'est valorisant. Et à partir de là, il y a eu vraiment un cercle vertueux où dès que je sortais une vidéo, en 2019-2020, ça marchait bien. Ça marchait bien parce qu'il y avait cette force d'inertie tu montes d'un coup et il commence à y avoir les gens qui reviennent régulièrement. Aussi, je relayais mes vidéos sur Trash au corps et ça c'était un double cercle vertueux parce qu'en fait, au début j'étais un peu en mode non mais je dois beaucoup à Trash au corps, le trafic de Trash au corps c'est ce qui me permet d'avoir moi du trafic. En réalité non, c'était double. Dire moi-même je générais du trafic sur Trash au corps. En fait si je regarde les stats, vous pouvez aller voir sur Trash au corps, vous regardez mes articles, vous regardez mes chroniques, il y en a beaucoup qui dépassent les 2000 vues. Je faisais de très bons scores sur Trash au corps. Et en fait, je pense, mine de rien, qu'il y avait du coup ce double effet où Trash au corps m'amenait des viewers, et moi-même, avec mon activité, je faisais venir des personnes qui allaient lire les articles de Trash au corps. Et dans cet état d'esprit assez vertueux, moi, je découvre Conan le Cimérien en 2019. Je découvre Demon's Souls en 2019 parce que j'ai enfin acheté une PS3. Donc, je peux enfin jouer au jeu j'avais le Demon's Souls depuis 2014, je crois. J'avais trouvé à 20 balles. Je l'ai acheté en me disant, le jour où j'ai une PS3, je pourrais y jouer. Donc, 2019, Conan le Cimérien, Demon's Souls. Là, il y a tous les éléments qui se mettent en place pour que je lance mon premier roman de fantasy, Errant au bord de la falaise. Et alors là, cette expérience, qu'est-ce que c'était bien. Mais vraiment, tous les jours, j'écrivais mon roman. Tous les jours, j'ajoutais des choses. Tous les jours, il se passait quelque chose. C'était trop, trop bien. Et il y a eu le confinement. Alors moi, le confinement, je sais que ça a été horrible. Moi, le confinement, ça a été la meilleure période parce que j'étais bien dans mon appartement, avec mon épouse, aucun problème. J'ai de la chance d'être enseignant. Donc, en tant qu'enseignant, je ne pouvais pas avoir peur pour mon emploi. J'allais le garder, tout allait bien. Et là, mais qu'est-ce que j'ai écrit ? Et quand j'ai fini mon roman, je l'ai écrit en 6 mois. C'était inespéré, quoi. À partir de là, du coup, il y a eu beaucoup de choses. J'ai essayé d'éditer le roman, ça n'a pas marché. On a fait la campagne de financement sur Ulule en 2021, ça a fonctionné. Mais là, ça a été compliqué. 2020-2021,
J'ai eu pas mal de remises en question, notamment par rapport à Thrash au corps que j'ai quitté. Je crois que j'ai quitté en 2020. Été 2020, j'ai quitté Thrash au corps. Et ben mine de rien, en coupant les ponts avec Thrash au corps, je l'ai senti dans mes stats. J'ai perdu en trafic. Voilà ce que je disais, il y a double effet vertueux. J'ai perdu en trafic. Oui et non, en fait. Oui et non parce que des personnes qui me suivaient et qui sont venues via Thrash au corps, j'ai bien vu des vagues massives de désabonnements quand je publiais des vidéos où je parlais politique, où je parlais d'éléments de société, où je parlais dans mes PGCD, petite gambade côté débat. Quand je parlais de certains éléments, ça faisait crisser des dents. Hein. Pour deux raisons. Parfois, c'est vrai que j'ai avancé des arguments et des idées d'une mauvaise façon. Parfois, j'ai dit des erreurs. Mais l'autre élément aussi qui a fait crisser des dents, qui a énervé certaines personnes au point de se désabonner, c'est que parfois, je mets des coups de pied dans la fourmilière. Mais ça, on en reparlera après. Mais véritablement, le creux de la vague, c'est 2021. À 2021, j'ai dit plusieurs fois, 2021-2022, c'était une année scolaire horrible. Très très difficile. Et de toute façon, c'est là où j'ai sorti Opus Ultimum, ma chronique sur Cynic, très poétique, avec un montage assez chiadé quand même, j'avais passé beaucoup de temps dessus. Cette vidéo, ça a été un four. Oh, mais un four. Mais quand je suis revenu 4 mois après, en avril, là, il y a eu du bon. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai tenté plusieurs formats sur la chaîne MOM. Il y avait par exemple les 10 MOM Challenge, 10 Minutes of Music, qui était en fait un moyen de mêler speedrun et chronique musicale. En gros, je mettais un timer de 10 minutes et je mettais mon logiciel de lecture de musique en mode aléatoire. Et donc, j'avais 10 minutes pour écouter, vérifier si ça pouvait passer sur YouTube au niveau des ayants droit et parler de la musique comme ça à la volée. C'était vachement sympa. C'est un format qui a très bien marché au début et qui s'est écroulé ensuite. Donc j'ai fait 10 épisodes et puis j'ai arrêté. Autre format comme ça que j'ai fait, c'était pourquoi c'est top, pourquoi c'est flop. Donc c'était des chroniques assez rapides, parce que c'était l'époque où YouTube privilégiait les formats courts. Et donc je revenais sur un album culte et je disais pourquoi c'était une réussite, pourquoi c'était un échec, en me basant sur les chroniques de l'époque. Donc on n'était vraiment pas sur ce que Mom pense, mais ce que la doxa a pensé de ces albums-là. Vachement bien. C'était un format qui fonctionnait bien, jusqu'à ce que je fasse une vidéo sur le symbolique de Death et sur le règne suprême d'Ain Fetus. Je pense que le scope d'analyse n'était pas bon. Je veux dire, le symbolique de Death, en fait, Mom, tu parles toujours de Death, donc symbolique, on s'en fout un petit peu. Même s'il y avait beaucoup de choses à dire sur cet album-là, ça n'a pas marché. Et règne suprême, je l'ai orienté sur le côté death metal qui amène une réflexion. Et je pense que ça n'a pas marché du tout. C'était pas le bon angle d'analyse. Et donc, en 2021, je reviens sur ça, 2021-2022. En fait, je reviens sur YouTube après 4-5 mois d'absence avec une idée précise. Maintenant, on va faire du montage. En fait, les pourquoi stop, pourquoi c'est flop, ça m'a permis de me frotter à Vegas Pro. Et les PPCM perdaient énormément en vitesse. Et je pense aussi que pendant le confinement, j'ai fait des sujets qui étaient un petit peu à la con. Je pense au cat metal. J'avais fait une vidéo sur les chats dans le métal. Et j'avais pris des albums comme ça où il y avait des chats. Tout simplement. Ça me faisait rire. Parce que je suis le dîner, les chats et compagnie. Mais des fois, quand tu veux faire de l'humour, les gens ils le prennent mal. Mais c'est pas drôle. D'accord, c'est pas drôle, mais bon, c'est ma chaîne. Je fais pas ça pour que toi tu rigoles. Je fais ça avant tout pour me faire plaisir. Mais ça, on en reparlera après. Donc, je me dis, les PPCM en format live, enfin live offline, ça marche pas vraiment. Pourquoi c'est top, pourquoi c'est flop, ça marche bien. Donc, on va faire des PPCM montés. Et donc là, ces trois groupes signent un grand retour. Cette vidéo-là, elle a super bien marché. Et à partir de là, il y a eu un nouveau souffle. Et en fait, ça va ce que je disais tout à l'heure sur les blogs. Quand j'arrêtais un projet, à chaque fois, je revenais en me disant « Oui, mais j'ai pas tenté ça ». Par exemple, sur mes blogs, je disais « Oui, mais j'ai pas tenté, par exemple, de faire des défis d'écriture ». Ou bien « Oui, mais j'ai pas tenté de faire des articles d'actualité ». Et bien, sur YouTube, c'est pareil. J'arrête mes PPCM parce que ça tourne en rond. Oui, mais t'as pas tenté de faire du montage. Ok. Oui, mais t'as pas tenté de faire des streams où vraiment tu auras un contenu écrit, où tu vas vraiment dérouler comme il faut. Oui, mais t'as pas tenté de réagir à l'actu. Oui, mais t'as pas tenté
les PGCD montés. Tu vois, à chaque fois, il y a toujours un truc. Et là, on en vient du coup à cette dynamique de 2022 à aujourd'hui, où en fait, je me disais à chaque fois, je peux aller plus loin, je peux tenter un format, je peux changer ma manière de parler, je peux changer ma manière de monter, je peux faire plein de choses pour essayer d'arranger le contenu. Sauf que là, et là voilà, on arrive un peu à la fin de ce bilan. En fait, là, 2025, fin 2025, je m'aperçois que je ne peux plus rien faire. J'ai beau tenter, j'ai beau essayer, mais je n'aurai jamais rien. Ouais, les références à la con. Voilà, donc j'ai beau faire des choses, en fait, là on se heurte à un mur, on se heurte aux limites d'un système. Déjà, si on doit résumer tout ce que j'ai dit, c'est que la création sur Internet est fortement liée à la santé mentale. Et moi, ma santé mentale, elle a été en dents de scie depuis toutes ces années. Des moments où j'étais vraiment en extase, des moments où j'étais au plus bas, notamment 2021-2022. 2020, enfin 20, 21, 22. Ces 3 années, c'était très difficile. Et même 23 encore, 2023, c'était compliqué. Et donc, suite à tout ça, j'ai pris le temps de suivre une psychologue, de faire une psychothérapie. Et je vous conseille, si vous avez l'occasion de faire ça, si vous avez les moyens de faire ça, ou même si vous n'avez pas les moyens, il y a des associations. Allez voir vraiment auprès de votre municipalité ce qui est possible de faire. Je sais que j'ai un très bon ami qui a réussi à avoir des séances chez un psychologue gratuites. Donc voilà, allez voir le CCAS. Vraiment, la santé mentale, c'est super important. Moi, ça m'a vraiment sorti la tête de l'eau. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai des problèmes d'addiction, et notamment l'alcool. Et aujourd'hui, j'en suis complètement débarrassé grâce à cette psychothérapie. Et pareil, des problèmes d'anxiété aussi, qui sont pas non plus guéris, on guérit pas de ça, mais que j'arrive à mieux maîtriser grâce à la psychothérapie. Donc vraiment, faites ça, c'est très important. Et je dis ça parce que, mine de rien, quand tu crées sur Internet, encore plus sur YouTube, ta santé mentale, elle est mise à rude épreuve, notamment quand quand j'ai fait ma vidéo sur Xenogears, le miroir aux 1000 reflets, j'ai perdu 10 abonnés, ça a fait un four alors que j'ai bossé énormément dessus. Ils vont dire oui, t'as bossé 18 heures, c'est rien. Je suis enseignant. Donc voilà, j'ai bossé 18 heures sur mon temps libre. Et donc, là, à ce moment-là, effectivement, la santé mentale prend un coup parce que tu fais un travail qui te tient à cœur, ça ne marche pas, et en plus, là, ça marche pas, ok, mais tu perds des gens. Tu perds des gens, là, tu te dis, mais bon sang, c'est quoi cette plateforme où en fait, tu veux créer de manière libre, et quand tu te fais plaisir, en fait, les gens, ils te backlash. Et ça, on y reviendra aussi après parce que c'est la deuxième partie un peu salée. Et là, en fait, comme aujourd'hui, niveau santé mentale, ça va beaucoup mieux, j'ai davantage envie de m'écarter de la négativité. C'est là où je veux en venir. C'est qu'avant, quand tu as la santé mentale qui est en dents de scie, j'ai envie de dire, la négativité, tu vis avec. Tu vis avec la négativité, même parfois, tu te complais là-dedans. Le truc, c'est que maintenant, je suis dans une nouvelle dynamique. Et alors, je l'affronte, la négativité, c'est pas la question. Je suis pas là à vouloir me cacher, à vouloir être dans l'illusion. Parce que, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis assez engagé dans plusieurs fronts. Et que ça, vous ne savez pas et vous n'allez pas le savoir. Mais, en fait, il y a des formes de négativité dont je peux faire l'économie. Notamment la négativité des plateformes. Par exemple, YouTube, les plateformes, elles te mettent des chiffres en permanence pour rester compétitif. Donc, voilà, fournis des vidéos pour être toujours plus. Regarde cette vidéo, elle a fait de moins bons scores que cette vidéo-là. C'est un cauchemar. Et le truc, c'est que là, tu pourrais dire, mais t'as qu'à pas regarder. Mais pas regarder quoi ? Tu connais pas en fait le YouTube Creator, le Creator Studio de YouTube. T'as des chiffres partout. Dire, si je veux voir mes commentaires YouTube, je suis obligé de voir ces chiffres. Je peux pas faire genre, non, je regarde pas. Ça ne marche pas comme ça. Et même Fanfan de la collection métal, qui au début disait moi je regarde pas les chiffres, même lui a subi les foudres de l'algorithme, et à quel point YouTube te met constamment le nez dans les nombres tout le temps. Donc il y a cette négativité dont je peux faire l'économie, voilà, je m'en vais de YouTube pour ne plus voir ces nombres en permanence, pour ne plus avoir cette compétitivité capitaliste qui me débecte. Et l'autre négativité dont je peux faire l'économie, c'est les commentaires YouTube, c'est les rageux, c'est les prouveurs, c'est tous ceux qui, quand tu postes une vidéo, juste parce que tu parles devant une caméra,
ils s'imaginent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et là, bon, je pense que vous l'avez compris. Après ces 20-25 minutes où on a fait le bilan un petit peu positif, encore une fois, je remercie tout le monde, mais tout le monde. Dire que ce soit en plus dans les rencontres en concert, en festival que j'ai pu faire, les échanges que j'ai pu avoir aussi lors des dédicaces, lors des différents salons que j'ai fait. Vraiment, vous avez été, vraiment pour la majorité, vous avez été adorables. Donc, tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce à vous. Les romans qui sont sortis, c'est grâce à vous. Les campagnes de financement participatif, c'est grâce à vous. Dire oui, j'ai fait le travail. Dire c'est moi qui ai fait les livres, c'est moi qui ai fait les vidéos, mais c'est grâce à vous que ça a marché. Donc encore une fois, mais 1000 fois merci pour cette aventure qui arrive à son terme. Mais elle arrive à son terme de manière positive grâce à vous. Et encore une fois, voilà, je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et voilà, cette aventure MOM a été incroyable. Je suis très content de passer à autre chose, mine de rien, parce que ça me permet de me dire, voilà, maintenant je peux regarder ailleurs, je peux aller faire autre chose. Et là, ça fait des mois que je travaille plus vraiment sur la chaîne et j'avoue que ça fait du bien. Mais voilà, donc merci pour tout. Merci vraiment pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez apporté, c'était vraiment génial. Merci Maxwell, évidemment, je ne dirai jamais assez. Et donc là, il me faut entrer dans la Danger Zone. Donc, si vous voulez arrêter la vidéo ici pour le bilan momistique, eh bien, à toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur, évidemment, je vous souhaite le meilleur et j'espère que tout se passera bien pour vous, que vos projets se concrétiseront. Et voilà, je peux pas dire autre chose à part merci et au revoir. Parce que maintenant, il va falloir régler les comptes. Eh ouais, parce que souvent on dit Mom, ça va, il est sympa et tout. Oh, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai des petits points à régler. Il y a cette phrase où, je mets les pieds où je veux, Little Jones, en particulier dans la gueule. On aurait pu dire aussi, il y en a qui mettent les points sur les i, moi je mets les points sur la gueule. Non, j'ai pas envie de tourner là-dedans. Mais donc, quand je parlais de négativité dont on peut se passer, une grande partie de la négativité avec laquelle j'ai plus envie de faire d'efforts, c'est bien ce qui se passe sur Internet et dont Cad de la chaîne Mes Vieilleries a aussi fait les frais. Donc là, justement, on va parler des différentes couches de négativité qu'il y a sur Internet. Et attention, je prends tout de suite des précautions, je mets tout de suite un immense disclaimer. Les commentaires qui seront irrespectueux par rapport à ce que je vais dire là, il y aura de la modération directe. C'est-à-dire, tu peux ne pas être d'accord, mais si tu es insultant, ton commentaire il passe à l'as. La liberté d'expression et tout, si tu veux, tu as plein d'espace pour t'exprimer librement. Moi, je suis là pour exprimer un petit peu ce qui se passe sur Internet. C'est un phénomène social. C'est en cohérence avec le point de vue de la chaîne. Les PGCD, ça a toujours été ça. Parler des éléments que je constate et faire une critique de ces comportements-là, là c'est pareil. Là, je vais faire des critiques. Elles ne te plaisent pas, tu as le droit de contester. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de « je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Là, c'est pas une vitrine où je vais demander votre avis. Non, je vais juste expliquer les choses. Je vais expliquer mon expérience de YouTube et d'Internet. Je vais aussi parler, évidemment, politique. Ça te plaît pas, c'est très bien. La vidéo peut s'arrêter là, il n'y a aucun souci. En revanche, parce que forcément, je vais parler de mon positionnement politique, et mon positionnement politique, il est complètement à gauche, et je n'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi, c'est mon choix. Choix oui et non, parce qu'on a quand même aussi des expériences qui font que, mais là, je ne vais pas rentrer dans la sociologie de Bourdieu. Mais là, si je vais avancer des arguments et des éléments qui ne te plaisent pas, commence pas à me dire ouais, sale gauchiste et compagnie, je ne te lirai pas. C'est tout. Si je vois un mot gauchiste ou wokiste ou compagnie, tout ça pour venir me dénigrer, je ne le lirai pas. C'est aussi simple que ça. Mais c'est que t'es un fasciste. Non, je suis pas un fasciste. C'est juste que si tu viens jeter ton fiel dans mon espace commentaire, permets-moi de ne pas le recevoir. Si t'es là pour cracher ta haine, t'as bien entendu ce que j'ai dit. Je ne veux pas de ta négativité. Je ne suis pas là pour dire mes arguments et que tu viennes me faire entendre raison. J'ai pas envie d'entendre ta raison en fait. Et de ton côté, si ça ne te plaît pas que je parle de mon positionnement politique, tu peux partir. Je ne te force pas, je ne te retiens pas. Donc, tout comme je ne te retiens pas, toi-même, tu vas pas me forcer à lire ton commentaire qui serait dédaigneux, insultant, rempli de fiel. Si ce que je dis, tu trouves ça négatif pour toi, eh bien fais comme moi. Détache-toi de cette négativité dont tu peux te passer. Maintenant que tout cela est dit, on va faire plusieurs couches de négativité, comme j'ai dit, à commencer
par le côté prouveur. Et avant d'aller plus loin, si vous me voyez regarder dans cette direction, c'est parce que là-bas j'ai mon prompteur. Donc comme maintenant je vais parler de manière très précise des éléments que j'ai constatés, autant la première partie j'étais plutôt sur on parle avec le cœur, j'ai pas de script. Là par contre, je vais pas hésiter à regarder comme un sagouin. Le côté prouveur, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, prouveur arrête de prouver. C'est pas une vidéo que j'ai faite, mais je trouve qu'elle est pas mal c'est une phrase qui est pas mal. Ce côté prouveur donc, je pourrais le résumer ici. Alors quand j'étais adolescent déjà, j'étais à fond à vouloir chercher des trucs sur internet pour trouver un petit peu mon identité personnelle. Et notamment quand j'ai découvert les mèmes en 2010, je pensais véritablement être au cœur d'une culture nouvelle. J'avais l'impression d'être dans quelque chose d'unique et dans laquelle je m'investissais beaucoup. Mais Mom, quel rapport ça a, la culture mème en 2010, avec le côté prouveur ? Il y a que récemment, j'ai regardé la vidéo de Janonymous sur l'histoire des mèmes. Et je me suis aperçu grâce à cette vidéo que non seulement je suis arrivé bien après la fête, mais qu'en plus de ça, je suis arrivé comme un bon gros touriste. Moi, je croyais que j'étais vraiment au cœur de la culture mème, vraiment exigeante. Ouais, j'étais un nerd, je pensais être un nerd des mèmes. Mais pas du tout. En fait, j'étais au niveau 1 des mèmes. Alors vraiment, je pensais être au cœur du truc, mais pas du tout, je me suis fourvoyé complet. Mais en plus, moi qui pensais que mème c'était assez récent à l'époque, non, le terme mème, il date des années 70-80. Et là où je veux en venir, c'est que si j'étais dans mon storytelling personnel, j'aurais pu te cacher tout ça et te dire face cam, ouais mais vous les jeunes, vous ne connaissez pas la vraie culture mème, vous arrivez aujourd'hui, mais moi j'étais là en 2010, j'étais là avant vous, j'ai vraiment vécu l'émergence de cette culture dont vous ne connaissez rien. Tu vois, je pourrais dire ça. Mais non, parce que c'est faux. Je suis arrivé après la fête comme un bon gros touriste. Et si je n'avais pas eu cette vidéo de Janonymous, j'aurais pu me convaincre que j'ai vécu l'époque. Si je vais un peu plus loin dans mon histoire personnelle, je pourrais vous dire que moi, j'ai vécu l'émergence de l'informatique grand public. Je pourrais vous dire que j'ai vécu l'émergence des LAN, des chats, de Casibao et de MSN. Ce qui est vrai. Et ainsi, je pourrais flexer mon gros cerveau en mode « Ouais, moi j'ai connu tout ça, j'ai connu l'époque, je sais comment ça s'est passé, toi tu connais rien !» Mais en réalité, même si j'ai connu l'époque et que je l'ai vécu, je n'ai eu qu'une fraction minuscule d'une réalité autrement plus complexe. Oui, j'ai vécu l'émergence des LAN, mais j'étais pas partout, à tous les instants. Oui, j'ai vu l'arrivée de la culture mème grand public en 2010, mais est-ce que j'étais là lors de la culture mème des origines ? Oui, j'ai vu les Rage Comics et compagnie, mais en fait, ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient déjà là. En fait, ce que j'ai connu, c'est l'émergence des mèmes qui touchaient un très grand nombre, dont j'ai fait partie. Je pensais faire partie d'une certaine élite, alors que pas du tout. Là, normalement, vous devez comprendre que dans le métal, c'est exactement les mêmes mécaniques. Des gens qui viennent flex en disant « j'ai connu l'époque », alors qu'ils ne connaissent qu'une fraction limitée de cette époque. Ça, c'est comme... Alors ça, c'est un exemple, mais qui m'a rendu dingue. C'est que parfois, quand je parlais sur Internet donc de thrash metal, il y a des gens qui venaient me dire « Non, moi j'ai connu l'époque, Metallica, on disait pas que c'est du thrash, on disait que c'est du hard. » Et c'est vrai, tu lis les articles des années 80, Metallica, musique hard. Et là, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a une autre personne, dans un commentaire au pif, qui disait « Non, à l'époque, on disait speed. » Mais non. Les anglo-saxons disaient speed. Mais tu lis les chroniques et les articles, les gens disaient musique hard. Et en fait, la personne va faire un appel à l'âge en disant oui, moi j'ai connu l'époque et pas toi. Mais non. Déjà, les souvenirs que l'on a d'une époque sont parfois assez biaisés et transformés. Et surtout, t'as connu ton souvenir à toi. C'est pas parce que toi, à la rigueur, t'as dit musique speed que tout le monde faisait ça. Et à l'inverse, ceux qui disent oui, mais on disait tous musique hard. Oui, mais ça veut pas dire que Metallica, c'est de la musique hard. En fait, le gros problème qu'il y a, c'est que ces personnes-là qui ont vécu les années 80, j'ai le sentiment qu'ils vont se sentir dépossédés de quelque chose sitôt qu'une personne un peu plus jeune va étudier et parler de ces années 80. Et ça, je le sais parce que j'en ai eu des commentaires dédaigneux en mode « t'as pas connu l'époque et compagnie ». Mais mon gars, moi j'ai connu l'émergence du djent, et même en ayant vu et suivi l'émergence du djent, je me suis bien rendu compte que ce que j'observais de la musique djent, c'était qu'une fraction minuscule de tout un ensemble qui se faisait sous les radars sur les forums spécialisés.
Et est-ce que je pouvais être sur tous les forums spécialisés du monde? Évidemment que non. Donc si pour la musique gent que j'ai vécue, j'ai pas pu voir tout ce qui se passait, bah tu te doutes bien que toi, dans les années 80 et les années 90, tu ne pouvais pas être au cœur de l'émergence de toutes les musiques. Là, c'est pareil en fait. Tu as connu une fraction minuscule. Sauf que de cette fraction minuscule, tu vas dire, oui, mais moi, j'ai connu l'époque, je sais mieux que toi. Ben non, tu sais pas mieux que moi. Et c'est même pas dit que moi, je connaisse mieux que d'autres personnes. Il y a même parfois des personnes plus jeunes que moi qui m'apprennent des choses sur le tech death, alors que j'épluche énormément de documentation, énormément d'articles. Et bien, des plus jeunes que moi qui m'apprennent de nouvelles choses. Et est-ce que je vais leur dire, ouais, mais toi, t'es jeune, t'as pas connu l'époque? Ben non. Je vais me nourrir de ça. Et moi, c'est un côté qui m'énerve, ce côté prouveur là. Genre, t'as besoin absolument de montrer ta valeur en te disant, oui, mais moi j'ai connu l'époque, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Ouais, je suis né en 91, toi t'es né avant moi, cool pour toi. Est-ce que j'ai une influence sur ça? Non. Par contre, j'ai une influence sur mon appétence. Et moi, s'il y a un plus jeune que moi qui va m'apprendre des choses, mais je vais lui dire merci en fait. Je vais pas prendre ça comme une attaque. Toi là, tu vas prendre ça comme une attaque parce que, en fait, tu te définis comme quelqu'un qui connaît les choses. Et en fait, tu vas prendre comme agression une personne qui va juste t'apprendre de nouvelles choses. Mais tu sais quoi? Être ignorant puis savoir des choses parce qu'on t'a appris des éléments, c'est pas une insulte en fait. C'est pas parce qu'on va te dire que t'as eu tort ou que la façon de voir les choses n'était pas bonne que c'est une insulte. Toi, tu le prends comme une insulte parce que ton ego est meurtri. Mais mon gars, ou pas mon gars, je m'en fous. Bah, si ton ego est meurtri, est-ce qu'on est responsable de ça? Est-ce que nous sommes responsables de ton petit ego à toi? Non, on n'est pas responsable. Donc, si tu le prends mal, juste parce que on t'apprend des choses sur une culture que tu croyais maîtriser, bah, au lieu de t'énerver, déjà, vois un petit peu ton ego à la baisse, parce que t'es pas le maître du monde, t'es pas le nombril du monde, t'es pas Jupiter, calme-toi bien. Et ensuite, bah, profites-en pour remettre à jour tes connaissances, pour aller un petit peu plus loin, parce que chaque nouveauté que tu vas apprendre sur la musique que tu croyais maîtriser, c'est une occasion de redécouvrir cette musique. Et là, je dis ça en connaissance de cause, parce que même quand je crois connaître une scène, eh ben, je redécouvre des choses. Tu vois, la scène mélodique death, à un moment, je pensais avoir fait le tour, tu vois. Et un jour, voilà, on m'offre le Earthwork de Carcass, je me le remets, et ça redéfinit ma vision du métal années 90. Et c'était un enchantement. Et toi, je sais ce que tu vas dire. Comment ça, tu connaissais pas le Earthwork, pourtant c'est un album culte? Oui, c'est un album culte, je le connaissais. C'est juste que je n'avais pas entendu avec des oreilles aptes à recevoir ce disque. Je l'écoutais, je trouvais ça un peu chiant. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est un album remarquable, essentiel, et je ne pourrais pas faire sans. Alors que si j'étais resté assis sur mes convictions en mode gueule de con, en mode « Non, mais de toute façon, il n'y a que le tech death des origines qui compte », eh ben, je serais passé à côté de ça. Là, j'ai dit énormément de choses qui n'étaient pas dans le script. Donc au pire, au montage, je verrai comment je m'arrange. Hein. Mais en fait, là où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'en plus, ces personnes qui viennent dire « Oui, moi j'ai connu l'époque », en fait, ils viennent prouver leur valeur et ils ne font que partager une culture qui était massivement présente. Donc en fait, ils vont se sentir au cœur du truc parce qu'ils ne partagent que des expériences communes partagées avec d'autres personnes. Tu vois, un exemple tout simple. Ces personnes-là vont dire « Oui, j'ai connu l'émergence de Metallica ». Non. En fait, vous êtes un groupe de personnes à avoir vécu l'émergence de Metallica en France, mais c'est pas dit que ce groupe que vous êtes, où vous partagez vos expériences communes, eh ben, cette bulle-là, elle n'est pas dit qu'elle connaisse tout de Metallica, puisque est-ce que cette bulle donc, que je décris là a vu la vague thrash metal déferler sur tous les États-Unis? C'est pas sûr. Et cette bulle-là dont vous parlez, ouais, j'ai connu l'époque, est-ce que vous avez connu l'arrivée du death metal? Et si je prends une autre bulle qui dit avoir connu l'émergence du death metal, quid de la scène en Amérique latine? Vous la connaissez vraiment? Parce que combien de fois j'ai vu des personnes dire je connais tout du death metal, et pourtant je ne parle que de Cenotaph au Mexique, et ils connaissent pas. Alors que Cenotaph, c'est le groupe de death metal le plus connu au Mexique. L'autre élément des prouveurs qui m'énerve, c'est ceux qui veulent à tout prix se montrer supérieurs aux autres sur des éléments qui sont totalement ridicules. Par exemple, le métal ça se vit en live, si tu ne vas pas en concert tu ne connais rien. Ou encore, oui mais moi j'étais dans des cercles dont toi tu n'as pas eu accès. Bah cool ta vie en fait. Si t'as besoin de prouver ta valeur en permanence pour te singulariser,
Dépense ton énergie si tu veux. Moi, ce qui me fatigue, c'est cette course à la distinction que je déplore à plusieurs niveaux. Certains se valorisent en montrant qu'ils partagent avec un grand groupe de personnes plusieurs habitudes. Ou alors ils se valorisent en disant qu'ils partagent avec un cercle social une forme d'habitude que toi tu n'as pas. Et donc cet argument-là de moi je partage quelque chose que toi tu n'as pas, ou moi je fais partie d'un groupe social auquel tu n'appartiens pas, et qui est dit chez beaucoup de métalleux, c'est en contradiction totale avec cette valeur de marginalité qui est défendue le plus souvent. Puisque si toi, tu partages des expériences avec un grand groupe, c'est pas toi marginal. Tu dis ouais, moi je suis un vrai ardos des origines, qu'est-ce que tu crois ? Bah non, tu dis ça comme des millions de personnes qui ont connu les mêmes choses que toi. Donc t'es pas marginal du tout. Et au contraire, si tu dis oui, moi j'ai connu l'époque et pas toi, bah alors moi du coup, je suis marginal par rapport à toi. Donc si tu défends cette valeur de marginalité, le vrai marginal, c'est pas toi. Et de l'autre côté, l'aspect prouveur, il se voit aussi chez ces personnes qui font exprès de creuser de manière forcenée pour sortir les trucs les plus immondes ou les plus extrêmes. Tout ça pour prouver que eux savent distinguer le caca vert fétide de la bouse toute fraîche. Et avec ça, on est en mode cours de récré numérique. Ouais, moi, t'inquiète, je sais distinguer les vraies nuances de caca. Ah, tu sais quoi ? Allez, je te le laisse, toi. Je vous laisse entre vous, entre élèves de maternelle, à vouloir montrer qui c'est le plus fort entre le hardos années 80 et celui qui va chercher le grindcore le plus purulent. Allez, je vous le laisse. Ouais, moi je connais 6 groupes que toi tu connais même pas. Mais cool ta vie, mon gars, cool ta vie. Et bah, tu sais ce que je vais te dire ? Bah, moi, la vie que j'ai vécue, elle est unique. Parce que la vie que j'ai vécue, c'est pas la tienne, c'est pas celle de ton voisin ou de ta voisine. Est-ce que je vais me glorifier que moi, j'ai une existence particulière que tu n'as pas eue ? Bah non, parce qu'en fait, c'est débile. On est tous comme ça. Nos vies nous appartiennent. Et nos expériences sont nôtres. Donc évidemment qu'on est singulier en fait. Mais dans nos singularités, dans nos identités, il y a des éléments communs, des éléments que nous partageons. Parce que nous vivons en société. Et finalement, ce côté prouveur que je vois de plus en plus sur Internet, ça m'a permis de me poser une question, c'est qu'est-ce que j'attendais de YouTube finalement ? En fait, ce que j'attendais et que j'ai eu à l'arrivée, c'était partir de mes compétences d'enseignant et avec ça, faire des vidéos. Parce que voilà, parler devant un auditoire, enseigner des choses, rendre ça attractif, c'est un petit peu mon boulot. Et en fait, ce que j'ai eu et que j'espérais sans trop y penser, c'était de m'améliorer aussi en tant qu'enseignant. Et ça, YouTube, ça me l'a apporté. En fait, il y a eu un cercle vertueux où mon travail d'enseignant m'a permis d'être à l'aise devant la caméra et avec un micro. Et le fait de faire des streams, de faire des vidéos, ça m'a permis d'être plus à l'aise aussi devant les élèves et de mieux construire mon discours. Et donc là, ça amène à un autre élément de négativité dont je veux m'écarter. C'est la négativité du métier de créateur finalement. Est-ce que je veux vivre de YouTube et de mon activité d'écrivain ? Est-ce que j'ai envie de me sacrifier ? Est-ce que j'ai envie de passer tout mon temps et toute mon énergie dans la création ? Évidemment, quand j'étais adolescent, j'avais ces rêves de devenir un écrivain connu, publié et de vivre de ma plume, évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment ce vers quoi je devais me diriger ? Là, si je fais le point, j'ai le sentiment d'avoir non seulement eu des tas d'obstacles que j'ai galéré à dépasser, et surtout j'ai le sentiment d'avoir atteint le maximum. Chaque fois, comme je disais, j'ai remis un coup de collier pour dépasser mes limites, mais là, on est un peu à un point où je ne veux pas franchir l'étape supérieure qui mènerait à une forme de professionnalisation. Quand je vois des musiciens, des graphistes, des illustrateurs et des auteurs être obligés de sans arrêt publier sur les réseaux plus qu'à bosser leur art, je suis dépité. Surtout quand tout se retrouve en compétition déloyale avec l'IA génératrice. Aujourd'hui, plus qu'avant, pour vendre, faire du bon taf ne suffit plus. Il faut être performatif, il faut écrire selon les tendances du moment, il faut brosser les lecteurs dans le sens du poil, il faut les maintenir dans leurs habitudes pour ne pas les brusquer. Plus que jamais, les bulles de filtre deviennent encore plus fortes et c'est difficile de jouer avec. Et moi, j'en veux plus de tout ça. En fait, ces derniers temps, quand je faisais mes séances de course à pied, il y a eu une réflexion qui me venait à l'esprit, c'était est-ce que ma vie que j'ai là, actuellement, la vie que j'ai en dehors de YouTube et d'Internet, est-ce que c'est pas là l'endroit où je devais être ?
En fait, je me suis mis en tête depuis l'adolescence, et même depuis l'enfance, d'être auteur à fond. Je me suis toujours dit, voilà, je vais écrire, ça va marcher, je vais devenir écrivain. Mais quand je constate combien ce milieu déjà précaire est devenu encore plus tendu, peut-être en fait que tout ce que j'ai connu, c'était un petit peu des garde-fous pour ne pas m'engager là-dedans. En fait, toutes les limitations que j'ai pu avoir, le fait que ça ne perce pas autant que je l'imaginais, c'est d'être une manière de me protéger. Imaginons un scénario où, en 2014-2015, au moment où je commençais à bien écrire régulièrement, à me lancer dedans bien comme il faut, imaginons qu'à ce moment-là, j'ai été repéré, j'ai eu un contrat d'édition et j'ai réussi à devenir un auteur, pas à succès de fou, mais un auteur qui vivote de sa plume. Un auteur qui, mettons, arrive à avoir 1600 € par mois. Ce qui est déjà très bien pour un auteur pas forcément indépendant, mais un auteur même édité. Donc imaginons, je suis un peu cet auteur qui a un salaire régulier. Comment j'aurais vécu le Covid ? Comment aurais-je vécu les angoisses de l'IA qui arrive ? Comment aurais-je vécu cette compétition permanente qui est encore plus présente aujourd'hui ? Et durant mes séances de course à pied, je me dis, mais heureusement que je n'ai pas percé. Heureusement que mon rêve de littérature ne s'est pas réalisé comme prévu. Connaissant mon tempérament et mon anxiété, si j'avais été auteur, édité, et qui dépend que de cette activité-là, avec toutes ces angoisses, je serais devenu complètement fou. Quand je vois l'inquiétude permanente des créateurs et créatrices en freelance, je me dis que finalement, j'ai eu de la chance de ne pas être dedans. J'ai été conduit, sans le savoir, vers ce qui me correspond. Je suis anxieux de nature, j'ai besoin de stabilité, et j'ai justement un boulot et une situation personnelle qui me permettent cette stabilité qui m'a cruellement fait défaut dans mon enfance. Je visais un objectif qui, de toute évidence, m'aurait mis en grande souffrance. Et là, actuellement, si j'arrête mon activité Internet et YouTube, j'ai exactement ce qu'il me fallait. J'ai un salaire régulier, j'ai une capacité de contrôler, j'ai une quiétude liée au fait que je n'ai pas à me demander est-ce que j'aurai encore mon job demain. Je suis tout simplement au calme. Et si j'avais suivi mes rêves séduisants comme devenir auteur, voire même acteur, puisqu'à un moment j'ai fait du théâtre et ça me plaisait énormément, si j'avais suivi le chant des sirènes, j'aurais été dans le mal absolu, vu mon tempérament plutôt anxieux. Donc là, quand je fais le point, j'ai obtenu tout ce que je pouvais avoir. Grâce à mes projets de romans et la chaîne YouTube, j'ai progressé en tant qu'individu. J'ai eu des joies exceptionnelles d'être reconnu par Maxwell, justement j'en ai parlé dans la première partie. J'ai pu produire en indépendant les livres qui comptaient le plus pour moi. J'ai eu des échanges très touchants avec un tas de personnes, dont un qui m'a avoué que je lui ai sauvé la vie par la poésie que j'ai écrite. Honnêtement, qu'est-ce que je peux attendre de plus ? Tout simplement, ce que je peux attendre de plus, c'est ce que je vais construire au quotidien. C'est être focalisé sur ce qu'il y a autour de moi. C'est être présent et disponible pour les priorités qui m'attendent. Et il me faut prendre du temps pour moi, gagner du temps pour que j'ai toute cette énergie. Et ces dernières années, Internet, c'est devenu un gouffre à énergie. Parce que tu cherches des idées vidéo, tu cravaches pour te dépasser, pour devenir meilleur, pour te faire connaître, encore et encore. En fait, tu mets sans arrêt du feu dans la machine, du feu dans la cheminée, en allant chercher du bois toujours plus loin. Et ça rend fou, car tout y est aléatoire. C'est une roulette permanente et il faut sans arrêt jouer. Et il y a deux éléments qui font que je n'en peux plus et que je ne veux plus être lié à ça. 1. YouTube est une machine atroce. Et 2. Les joutes invisibles, tout ce qui se fait dans les réseaux. Et c'est là qu'il me faut réinsister sur le gros disclaimer que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais parler de certains éléments. Si déjà ce que j'ai dit sur les hardos des années 80 ça t'a énervé, prépare-toi parce que ce qui va suivre, ça va encore plus t'agacer. Et déjà, avant d'aller plus loin, je tiens à le dire, il n'y a aucune insulte envers les créateurs de contenu que je vais citer ensuite. Un immense respect pour chacun d'entre eux. Notamment, il y en a un en particulier qui a fait partie de l'équipe dans laquelle j'étais, Trashocor, et qui m'a donné envie de faire des vidéos pour parler tech death, deathprog et compagnie. Donc il n'y a aucune attaque envers les créateurs de contenu que je vais citer.
Je vais surtout, encore une fois, évoquer des habitudes, des phénomènes sociaux. Je vais évoquer des arguments en faveur de certains éléments qui ne tiennent pas debout. Encore une fois, il n'y a aucune insulte. Quand je dis je vais régler mes comptes, bien sûr, c'est un élément de langage, mais l'idée n'est pas de taper sur des gens. L'idée n'est pas de dire ce qu'ils font c'est nul, moi c'est mieux. Non, c'est pas ça du tout. Je suis pas du tout dans une quête de regardez moi ce que je fais, regardez-moi, moi. Non. Je veux juste partager les éléments que j'ai observés. Et encore une fois, si tu le prends mal, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Donc je disais, YouTube est une machine atroce, il y a des joutes invisibles. Ces deux éléments-là, en fait, je peux mettre tout ça sous la bannière de la foire aux dissonances cognitives. Et donc, il va falloir causer black metal. Alors déjà le black metal, moi en tant que musique, c'est pas quelque chose qui me plaît de ouf. J'ai bien les albums de black metal qui me plaisent bien, notamment le Spore of Vipers de Ustalost. Mais déjà quand j'étais adolescent, ce qui me gênait avec le black metal, c'est ce côté qui se dit nihiliste et underground. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui écoutent du black metal, qui s'enorgueillissent de faire partie de ce nihilisme underground, de cette élite si particulière. Si le black metal est une élite, comment t'expliques que tout ce qui cause black metal atteint des tas de personnes ? Même la vidéo de sacrifice sur la censure dans le black metal, à l'heure où je tourne la vidéo, elle a atteint les presque 4000 vues et elle a environ 370 likes et plus de 130 commentaires. Donc vous êtes des centaines à vous dire underground et à contre-courant, ça ne marche pas. C'est marrant de se dire nihiliste et underground et de se dire que oh là là, le black metal est censuré quand vous êtes près de 4000 à regarder ce genre de vidéo. Oh, désolé, mais quand il y a 4000 personnes qui partagent quelque chose, c'est pas si underground que ça. Et en fait, cet élément d'underground à double vitesse, c'est la même chose si on voit les chaînes de Fanfan de la collection métal ou Cad de la chaîne Méveillerie. Pour la collection métal, quand il parle de labyrinthe qui est du power progressif, ça ne fait quasiment pas de vues. En revanche, quand Fanfan parle de black metal, là, il y a des tas de réactions et de retours. Les vidéos qui sont les plus vues de la chaîne de Fanfan, c'est quand ça cause de black metal. Idem pour Méveillerie. Regardez les scores de ces vidéos sur Commando Peste Noire. Si KPN était aussi élitiste et underground, comment ça se fait que c'est avec ces vidéos-là que Cad tape ses meilleurs scores ? Ne venez pas me dire que le black metal sans concession se trouve censuré et que c'est une affaire de personnes isolées quand ça rameute autant de monde. Dès que ça parle NSBM, les scores grimpent. Alors dis-moi, si les scores grimpent quand on parle NSBM, où se trouve la censure et en quoi c'est isolé ? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, ne joue pas le marginal quand vous êtes 50 000 à partager la même chose. C'est là où je disais, je suis pas là pour faire le chouin-chouin et faire la comparaison, mais à un moment, faut dire les termes. Moi, j'ai 5 fois moins d'abonnés que Sacrifice. Donc je pose cette question. D'où le black metal est une culture de niche singulière et en opposition, quand il y a une légion à réagir, quand il y a une vidéo sur KPN ou sur le black metal soi-disant censuré. Où est l'underground du true black metal quand les gens sont nombreux à s'insurger contre les soi-disant bien-pensants ? Parce que si on parle des bien-pensants, si je prends ce spectre d'analyse de ces personnes-là, alors moi, qui suis végétarien, avec des positions politiques de gauche, et avec mon rythme de vie straight edge, sans alcool et le sport, donc selon ces black métalleux qui se disent élitistes sans concession, selon eux, moi, je suis du bon côté, je suis du côté des bien-pensants, je suis dans le camp du bien. Donc si moi, je suis du côté du camp du bien, je suis dans la majorité, selon leur spectre d'analyse. Eux, ce sont les marginaux qui écoutent du black metal sans concession NSBM. Moi, je suis un connard pro-gueux, tech-nerd, végétarien, sportif, straight edge. Donc moi, je suis un connard de gauche qui est dans la majorité. Alors dans ce cas, expliquez-moi pourquoi j'ai moins d'abonnés que Sacrifice. Comment se fait-il, alors qu'il y a soi-disant ce lobby de gauche, lobby du camp du bien, pourquoi moi, je suis plus underground que Sacrifice ? Donc là, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Je n'attaque pas Sacrifice. Je m'adresse à vous, les viewers de Sacrifice. Avec vos éléments de langage, vous dites que vous êtes la marginalité. Alors pourquoi moi, qui suis de gauche, végétarien, straight edge, je suis plus marginal sur YouTube que Sacrifice ? Pourquoi moi,
qui parle de tech et de prog, je suis plus marginal que le NSBM. Donc voilà, je ne dénonce pas Sacrifice, je respecte son travail, mais posez-vous la question, pourquoi lui, il est édité et pas moi ? Eh bien parce que Sacrifice, il n'est pas si underground que ça. Parce que le black metal n'est pas underground. Parce que la marginalité n'existe plus. En tout cas, à l'heure d'internet, des réseaux et des bulles de filtre, la marginalité n'existe pas. Tu trouveras forcément des gens qui partagent tes visions des choses. Tu trouveras forcément des gens qui sont en accord avec tes principes. Et le NSBM, actuellement, ce n'est pas marginal. Oui, mais le NSBM, il n'y a pas de festival, ils se font interdire par les woke. Non, c'est juste que l'apologie du Troisième Reich, c'est hors la loi. Donc viens pas jouer les chouins-chouins parce que ton festival NSBM se fait interdire. C'est la loi. Si maintenant tu sors et tu vas tuer quelqu'un, tu iras en prison. Parce que c'est hors la loi. Oui, mais je suis pas d'accord, la liberté d'expression, gna gna gna. Mais attends, je croyais que t'étais sans concession. Pourquoi tu viens chialer en fait ? T'es là, tu la joues edgelord, j'écoute du black metal jusqu'au boutiste, et tu chiales parce que ton festival se fait annuler ? Putain, mais même moi je chiale pas quand Cynic passe pas par chez moi. C'est bon, respecte-toi un peu. Tu t'as joué vrai mec, va jusqu'au bout. Donc voilà, quand je disais la foire aux dissonances cognitives, là on est en plein dedans. Et là je vais même aller un petit peu plus loin. Hein. Ceux dans les commentaires de Sacrifice qui disent « Le black metal c'est censuré et underground car c'est menacé par les lobbies de la gauchiasserie. » Respecte-toi un peu. Tu crois vraiment ce que tu dis là ? Parce que s'il y a un vrai lobby de gauche, et moi j'attends de recevoir leur appui, hein. Oh, lobby de gauche, venez porter ma chaîne. Regardez-moi, je suis végétarien, je fais du sport. Amenez-moi les abonnés, la moulaga s'il vous plaît. Ah merde. Ah bah non, il y en a pas. Oh putain, y a pas de lobby de gauche en fait pour carry les gens de gauche ? Oh putain, on m'a menti alors. C'est pour ça que je dis, mais respecte-toi, d'où tu penses qu'il y a un lobby de gauche ? S'il y avait un vrai lobby de gauche, dis-moi où m'inscrire, hein, comme ça je me fais porter de ouf, hein. Eh bien non, ça n'existe pas. Non, parce que tu veux des lobbies qui existent ? Moi j'en ai plein, hein. Lobby de la viande, industrie laitière, industrie pétrolière. Ça, c'est des vrais lobbies. Tu veux des vraies connivences ? Ces milliardaires qui achètent des médias. Ça, des Bolloré et compagnie, ça c'est des vrais problèmes. Mais non, toi, true black métalleux edgelord, tu pars à la chasse aux licornes. T'es vraiment un vrai guerrier, toi. Ouais, moi je vais mener la traque contre les lobbies de gauche. Bah bonjour, ça n'existe pas. Bienvenue. Non mais ça me rend fou. En tout cas, une chose est sûre. Même le black metal le plus extrême n'est pas affaire de distinction. Il faut casser ce mythe une bonne fois pour toutes. Toi là, et tous les autres de ton genre, vous n'êtes pas uniques. Il y a même un album pour enfants qui dit ça. Je suis différent, comme tout le monde. Je vais le répéter parce qu'on est sur internet et qu'il faut être absolument crystal clear. Comprenez-moi bien. Il n'y a aucune rage ni jalousie dans tout ce que j'ai dit. Je n'ai aucunement besoin de fame, de célébrité ou quoi que ce soit. Ce que je fais là, c'est un constat. Un constat qui me fait prendre encore plus de distance avec cette mascarade d'une rébellion de velours. Ça veut jouer les antisystèmes avec des éléments de langage autour de la singularité, de la marginalité, mais on n'a ici que de l'anticonformisme de confort avec, pour seul militantisme, celui de reprendre des blagues, des arguments ou un langage employé par une personne d'influence. Parce que oui, je vous vois en commentaire faire les malsoirs et compagnie, en fait, à imiter ce que fait Sacrifice. Donc, ça s'ajoute marginal, ça imite un influenceur. Ça prétend être libre en suivant une relation verticale où il y a une impression de positionnement à contre-courant. Et je vous renvoie à ma vidéo sur la marginalité pour approfondir tout ça. Mais je vais ajouter ceci que je n'ai pas dit dans ma vidéo sur la marginalité. En fait, tous les éléments de confort qu'on a en France, les 35 heures, les congés payés, les congés maladie, les mutuelles, tout ça, on le doit à la gauche. Donc la gauche que vous dénoncez, la gauche que vous dites « elle n'a jamais rien fait de bon », en fait tout ce qu'il y a de bien dans notre pays, ça vient de la gauche. Pas la gauche qu'on a aujourd'hui, je comprends qu'il y a des gens, ils se disent « la gauche qu'on a aujourd'hui, elle ne me représente pas, voire elle m'effraie ». Enfin bon, si la gauche t'effraie, regarde l'extrême droite, c'est pas joli non plus. À un moment, il faut être cohérent des deux côtés. Mais c'est bien la gauche qui s'est retroussé les manches et qui a combattu pour ces droits que nous avons aujourd'hui. Sans cette gauche radicale que vous dites être ennemie, sans cette gauche,
vous seriez encore à trimer dans les usines, à faire du 12 heures par jour sans pause et sans aucune gestion de l'ergonomie au travail. Sans cette gauche radicale que vous désignez ennemie, vous seriez ruiné et cassé. Ensuite, ne venez pas me dire que les mesures de gauche sont celles qui tuent le pays. Quand on me dit « les écoles vont mal, regarde, on accueille n'importe qui », sous-entendu, on accueille des étrangers ou des réfugiés, ça, ce n'est pas la gauche. La gauche, elle, donnerait les moyens d'accueillir convenablement tous les élèves. Cela fait plus de 30 ans qu'on a des services publics enrayés par des politiques de droite. Si l'école va mal, c'est à cause des logiques économiques de rendement qui font que la pression retombe de plus en plus sur les personnes en première ligne, à savoir les ATSEM, les AESH et nous, les enseignants. Parce que oui, on parle du mal-être enseignant, mais on ne parle pas assez du mal-être des ATSEM et des AESH. Et c'est une honte. Les ATSEM sont des agents territoriaux qui sont du coup payés par la mairie, mais elles sont payées au lance-pierre. Je dis elles parce que c'est souvent des femmes, mais ils et elles sont payés au lance-pierre. Ils et elles ont des temps de travail qui sont abusés, travaillent énormément. Et là, je le dis à certains enseignants, respectez vos ATSEM. Oui, mais mon ATSEM, parfois, elle fait un peu sa loi. T'as pris le temps de discuter avec ton ATSEM pour voir pourquoi elle s'octroie des postes qui sont peut-être un peu plus longues. Peut-être parce qu'elle est cassée, ruinée, parce que l'ATSEM est en situation de précarité. L'ATSEM, c'est quand même une personne qui vient beaucoup plus tôt que toi pour préparer les ateliers que tu as prévus. L'ATSEM, c'est la personne qui reste après toi pour nettoyer la classe. L'ATSEM, c'est la personne qui vient pendant les vacances scolaires pour faire le grand nettoyage. Respectez vos ATSEM. Idem pour les AESH, sauf que là c'est pire. Les AESH, c'est les personnes qui sont là pour accompagner les élèves en situation de handicap, les élèves qui sont reconnus MDPH. Les AESH, elles sont limite dans le seuil de pauvreté, elles sont en tout cas sûrs et certains sous le SMIC. Nous avons les AESH qui se défoncent, qui se démènent au travail pour 900 € par mois. Et ça, c'est une honte aujourd'hui. C'est déjà une honte il y a 10 ans quand j'ai commencé, mais aujourd'hui avec l'inflation, c'est encore plus une honte. Mais ça là, cette pression qui retombe, le fait qu'on ne puisse pas accueillir les élèves convenablement, la gauche, elle permettrait de combler ça. La gauche, elle donnerait les moyens pour qu'on puisse vraiment travailler dans de bonnes conditions, puisque la gauche, elle croit à l'éducation et à la santé publique. Les logiques de rendement, le fait de faire des économies, le fait de toujours couper, de rabattre là où on peut, ça c'est la droite et l'extrême droite. Si aujourd'hui vous trouvez que l'école a des gros problèmes, posez-vous les bonnes questions encore une fois. Non, c'est pas la gauche qui a ruiné l'école, c'est même tout l'inverse. C'est la droite qui tue les services publics. Et il y en a qui disent « Oui, ça part toujours des États-Unis ». Regardez aux États-Unis, le service public est déplorable. L'école publique américaine, c'est une catastrophe. C'est normal. Les USA, c'est pay to win. Les USA, c'est get rich or die trying. Les USA, si t'es pauvre, t'es dans la merde jusqu'au cou. Et non, c'est même pas dans la merde jusqu'au cou si t'es pauvre. Tu te noies dans ta merde. Donc je reviens sur ça. Si vous pensez que le pays va mal, c'est que nous subissons depuis des années un système politique de droite libérale qui ne sert que le capitalisme. Et ce que je dis là, ce sont des faits. Et plus que jamais, je vous invite à regarder la série L'Empire n'a jamais pris fin de Pacom Thielman pour se rendre compte des réelles logiques de domination. Et sachez aussi, quand on ayant dit ça, et je le répète, si certains viennent cracher leur bile en commentaire, un conseil, ayez de la logique dans vos idées. Si vous insultez tout le monde en affirmant que le monde part en vrille, un peu de cohérence. Lâchez vos téléphones et ça vous fera le plus grand bien. Si le monde part en vrille, vraiment lâchez vos téléphones parce que les politiciens et surtout les milliardaires qui détiennent les principaux médias d'information, ces deux groupes-là, sont très forts pour déclencher et attiser l'incendie de la haine. Sortez de cette spirale de manipulation à grande échelle autour de la division afin de ne plus jouer le jeu des puissants. Vous dites être anti-système et vous opposez aux ultra-riches, alors sortez de leur hypnose. Le chemin sera long, semé d'embûches, mais ça vaut le coup pour ne pas tomber dans les pièges tendus par ces artisans de la colère viscérale. Bon là je suis désolé, en fait j'ai eu un souci de caméra, donc il y a une partie là qui va venir où il n'y a plus de vidéo. C'est pas grave, je mettrai une photo de moi, ou je sais pas, ou je mettrai le logo MOM, on s'en fiche, c'est pas très grave, mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. En fait, il y a dans l'air une méfiance généralisée envers la gauche et ce supposé complot gauchiste, sans réellement voir les enjeux derrière cette lutte idéologique. Je ne vais pas vous mentir, si je me dis de gauche,
Je ne supporte pas ce qu'est la gauche actuellement. C'est une gauche molle, incapable de saisir les combats à bras-le-corps, comme lors des luttes ayant conduit aux avancées sociales que j'ai citées auparavant, les 35 heures et compagnie. Moi, je le vois bien. Plusieurs fois, j'ai voulu aller en manifestation lors des grèves enseignantes. Là, je vais être grossier, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est quoi ces manifestations enseignantes lors des grèves ? C'est des chars qui défilent avec du reggae à fond. On s'arrête un moment avec une personne qui gueule au mégaphone. Et moi, je les voyais, les agents de police qui étaient censés contenir cette foule. Ils ont les mains dans le gilet pare-balles et ils prennent le soleil. C'est tellement inoffensif. Moi, alors, là, ils vont dire, ouais, Mom, t'exagères un peu. Mais je dis à tout le monde, je dis même aux enseignants avec qui j'en parle. Je dis, mais moi, je suis descendu dans les manifestations. Je pensais que ça allait être vachement musclé parce que tu lis les tracts. C'est en mode, tu sais, c'était pour les coupes budgétaires. Et c'était aussi là le jour férié qu'ils voulaient supprimer. Et les 3 jours de carence. Donc quelque chose qui est abominable. Et moi je me dis mais ça va saigner quoi, ça va casser, les gens vont s'énerver. Et tu parles quoi, ça balance du reggae, ça fume des joints, ça donne l'impression d'être altermondialiste. Et une fois que le défilé est terminé, ça va se retrouver au resto, perte de temps. Et à côté, quand des agriculteurs eux font une manifestation, ils bloquent le pays. Donc à un moment en fait, moi cette gauche là, elle m'énerve parce que elle donne les apparences de militantisme, mais elle va pas au fond des choses. Et je dis ça aussi parce que y a un moment, les syndicats, ils sont quand même retrouvés, les représentants des syndicats se sont retrouvés au ministère de l'Éducation nationale pour faire remonter vraiment les doléances en fait, du peuple. Ils ont chié mou. Ils se sont retrouvés enfin. Tu sais, c'est genre, voilà, Johnny Bravo, il est enfin devant une femme qui veut qu'il l'accepte, tu vois. Johnny Bravo, vous connaissez. Donc voilà. Et là, Johnny Bravo, il n'arrive pas de draguer. Il est toujours là. Mama. Et là, il y a enfin une femme qui lui dit oui et il sait plus quoi faire. Là, c'est pareil en fait. Là, on s'est retrouvé avec les représentants des syndicats. Ils se sont retrouvés devant l'Éducation nationale. Donc, eux, en manifestation et dans leur bureau, c'était ouais, le jour où on est devant le ministre, on va lui dire ça. Ils se sont retrouvés devant le fait accompli. Ils ont chié mou. Ils ont rien défendu. Et ça me rend dingue. Cette absence de logique dans les idées. En fait, cette incohérence entre les paroles et les actes. Le problème qu'il y a, quand je parle de cette gauche molle, c'est qu'en face de ça, nous avons une droite qui s'extrémise, portée par les ultra-riches, qui ont tout intérêt à maintenir la division au sein du peuple pour garder leur hégémonie ultra-libérale. Mais au lieu de ça, non, les gens vont hurler au wokisme sans arrêt, parce que c'est un homme de paille hyper efficace pour gueuler sans rien dire, mais donner l'impression de faire un débat. CNews, tout ça, vous connaissez. Et ça se met sur la tronche pour des non-débats, en disant que tous les gens de gauche se font laver le cerveau par un supposé complot, alors que de l'autre côté, à droite, en réalité, ça se fait pisser dans le crâne par des ultra-riches qui détiennent un monopole sur les médias. Et là, pareil, encore une fois, pas comme tellement. Renseignez-vous aussi sur la montée du vrai fascisme, des vraies dictatures. Non, les dictatures, c'est pas la gauche. La dictature, avant tout, c'est la manipulation de l'opinion. Et ceux qui disent que le black metal se fait censurer, et vous croyez que CNews, c'est quoi alors ? Vous croyez que CNews, c'est la liberté de parole ? Mais pas du tout. CNews, c'est la liberté de parole si tu corresponds à Bolloré et compagnie. CNews, c'est le tapis rouge si tu es du côté de l'oppresseur. C'est la liberté pour ceux qui sont du bon côté du fusil. Une chose qui me termine dans l'ère politique actuelle, quand tu rappelles que l'extrême droite d'aujourd'hui joue sur les mêmes terrains qu'il y a 100 ans, et que tout ça, ça a conduit au nazisme, quand tu rappelles ça, les gens vont dire « Ouais, et l'extrême gauche, et le communisme ?» Attends, parce que là, on parle de l'Allemagne nazie, mais le communisme soviétique, ça a tué bien plus de gens. Et en plus, ils ont l'impression d'être ça, tu vois. Donc je ne vais même pas tenter de débunk le sujet en partant du fait que, avant de parler de communisme, on parle de dictature, et que en fait le communisme soviétique c'est avant tout un régime totalitaire. Je pourrais aussi dire que l'extrême droite joue également sur un totalitarisme. En fait, quand les gens sont en train de critiquer le communisme soviétique, vous ne critiquez pas le communisme,
Parce que le communisme soviétique ou le communisme de la République de Chine, ça n'a rien de communiste. Ce sont des totalitarismes. Et je pourrais ajouter que, quand c'est arbitraire, rien ne dit que tu seras forcément du bon côté. Et à ça je dis, coucou le régime Trump et les gens qui ont voté pour lui et qui le regrettent aujourd'hui en se rendant compte que finalement, les ennemis de Trump, c'est aussi certains qui ont voté pour lui. Donc je vais pas débunk parce que ça a été fait des dizaines de fois et j'ai l'impression que plus on tente de débunk, plus les gens essayent de plus en plus de minimiser l'impact du nazisme. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a encore plus d'articles pour dire « Non, mais ça va, les nazis, c'était pas si terrible. » Bon, alors on va prendre les choses autrement. Au lieu de débunk, on va le faire façon Jean-Marie Bigard. Oh mais admettons. Partons du principe que vous avez raison et que le nazisme, finalement, c'est pas pire qu'autre chose. Je dis bien Oh mais admettons. que ce que vous dites c'est vrai. Le nazisme, c'est pas si pire. Donc, dans ce cas, vous demandez, vous qui dites que le nazisme c'est pas si grave, vous demandez qu'on fasse preuve de tolérance, qu'on parte sur un nouveau départ, et que l'extrême droite finalement, elle peut faire ses preuves, et que, c'est vrai, le fils ne porte pas les péchés du père, donc faudrait partir sur une amnistie concernant l'extrême droite. Voilà. C'est ce que vous dites, Vous dites, non mais le nazisme c'est pas si pire que le communisme soviétique, donnons une deuxième chance à l'extrême droite. Ok, faisons ça. Expliquez-moi pourquoi vous n'appliquez pas ça au communisme et à l'extrême gauche alors. Non mais à un moment, si vous demandez qu'on arrête de diaboliser à tout va une caste politique qui a quand même conduit au régime de Vichy, alors alignons ça sur l'ensemble, non ? Si vous êtes là à dire le nazisme c'est pas si grave, alors pourquoi vous dites de l'autre côté que le communisme a fait des millions de morts bien plus que le nazisme ? Si vous voulez une amnistie pour l'extrême droite, alors demandons une amnistie pour le totalitarisme soviétique. Allons jusqu'au bout de la logique, non ? C'est comme les gens qui crachent sur les supposés avantages mirobolants des enseignants en disant « Ouais, mais nous, on n'a pas les avantages qu'ils ont, donc on va tuer leurs avantages parce que nous, on les a pas. » Non mais, en cas, pourquoi ne pas plutôt se battre pour que les avantages des uns deviennent les avantages aussi des autres ? Eh bien, on ne va pas là-dedans. Parce que c'est pas la logique. Nous ne sommes pas pour nous battre pour l'égalité. Non. Nous sommes actuellement dans une logique de diviser pour mieux régner. Et l'extrême droite se repaît, se nourrit des querelles inutiles et des peurs infondées. Donc là, par contre, je le dis ouvertement en face à face. Si t'es là à vouloir dire non, mais le communisme soviétique, c'est eux l'ennemi, faut donner une deuxième chance à l'extrême droite. Non. Si tu veux donner une deuxième chance à l'extrême droite, il faut aussi donner une deuxième chance à l'extrême gauche. Et c'est même pas l'extrême gauche, puisque le communisme soviétique n'a rien de gauche. C'est un totalitarisme, ça n'a rien à voir avec le communisme. Mais le communisme, c'est la fin de la propriété. Non, c'est la fin de la rente, pas pareil. Moi, ça aussi, ça me fait rire. Les gens qui ne sont jamais renseignés sur le communisme, penchez-vous un petit peu sur ça quand même. Moi, il faudrait peut-être savoir de quoi vous parlez. Donc ici, je parlais un peu de ces gens qui vont affirmer des éléments qui sortent de nulle part, et que finalement, c'est la division qui règne. Et cette division, elle se nourrit à partir d'éléments fallacieux, d'arguments qui ne sont pas vérifiables. C'est juste, on parle du wokisme, c'est magique, c'est un homme de paille. Et finalement, des fois, on a l'impression d'avoir accès à une vérité, mais en fait, si on creuse un petit peu, c'est peut-être juste que on est hypnotisé. Moi, je sais parce que j'ai des corps flottants dans les yeux. Les corps flottants, en fait, c'est au niveau de la cornée, en fait, à des moments, quelque chose qui se décolle, il y a des poussières qui se logent là-dedans. Enfin, grosso modo, j'ai pas les détails exacts. Mais moi, par exemple, si je regarde le ciel dehors, je vois des corps flottants. Et donc, si je n'ai pas connaissance de ça, je pourrais dire « Oh, il y a des choses dans le ciel !» Mais non, c'est juste là mes yeux qui déconnent et je vois des corps flottants dans mon champ de vision. Mais là, c'est pareil. En fait, il y a des gens, ils vont voir des choses, mais ils vont pas se rendre compte que ça, c'est juste leurs obsessions. Et qu'en réalité, si tu prends un peu de recul ou si tu prends un autre regard, ce que tu observes n'est pas la réalité. Et ça, c'est en lien avec quelque chose que je disais dans une autre vidéo en live Twitch, que finalement, la réalité que nous percevons n'est qu'une interprétation que notre cerveau fait. Et justement, l'avantage de la société, c'est que ces subjectivités qui se confrontent peuvent nous mener vers un sentiment d'objectivité. Mais ces éléments-là, du coup, peuvent conduire
à de véritables pièges. Les bulles de filtre notamment, hein. Quand je disais par exemple, ces ardos des années 80 se convainquent d'avoir raison parce qu'ils sont sûrs d'être dans un cercle où ils ont raison, mais si tu sors du bocal, tu t'aperçois que ta manière de voir les choses n'est pas la manière réelle, ou en tout cas pas la manière unique de voir les choses. Donc là je digresse un peu, mais quand il y a des gens qui parlent de la pensée unique en parlant de la gauche, non, justement, la gauche n'est pas dans la pensée unique, elle n'est pas dans le prescriptif en mode faut que tu sois ça. Non, c'est tout le contraire. En revanche, c'est plutôt l'extrême droite qui va dire il faut que tu sois comme ci, comme ça. Et d'ailleurs, je redis quelque chose qui est bon de rappeler. Je vous mets le lien aussi en description de l'article. Non, l'extrême gauche ne tue pas plus que l'extrême droite. Déjà mathématiquement parce que l'extrême droite a tellement d'ennemis qu'il y a beaucoup plus d'agressions extrême droite qu'extrême gauche. Il y a des agressions, on va pas nier les choses, mais c'est l'extrême droite qui fait le plus d'agressions. Lien en description. En fait, là où je veux dire, c'est que, surtout à l'heure d'Internet, il est très facile, avec les bulles de filtre, qu'on se retrouve avec des corps flottants de la pensée. Ça veut dire qu'on a l'impression de voir le monde par ce filtre-là, sauf que ce filtre est déformant. La réalité n'est pas juste comme dictée par un tas de personnes, un tas d'éléments. Et je sais qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais toi, Mom, t'es forcément biaisé parce que tu es de gauche. » Mais nous sommes tous biaisés, de toute façon. La différence qu'il y a, c'est que, ayant vécu certains événements et étant toujours en contact avec des personnes dans la précarité, en fait, je vois un peu les mécanismes de l'extrême droite qui essaie de diaboliser un groupe de personnes que, si je n'étais pas encore en contact avec eux, j'aurais pu me dire « Oui, bah du coup, ce qu'ils disent, ils ont raison. » Mais non, comme j'ai encore contact avec ces personnes précarisées, je m'aperçois bien que la réalité défendue par l'extrême droite n'est pas du tout celle qu'il y a sur le terrain. Le gros souci de l'empathie, c'est que si tu n'es pas en contact avec des personnes qui souffrent de choses dont toi tu ne souffres pas, donc en gros, si d'autres personnes n'ont pas les mêmes privilèges que toi, l'empathie, si tu ne vois pas ces manques de privilèges, tu as tôt fait de te dire « Bon, ça ne me concerne pas, ça se trouve c'est même faux tout ça. » Et moi là, je sais qu'il y en a, cette phrase à « check your privilege », c'est un petit peu une phrase qui a été dévoyée, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en fait, cette phrase-là, elle invite à se dire « Oui, mais toi, tu as des privilèges. Et les privilèges, ça ne veut pas dire que tu ne les as pas mérités. On ne parle pas du tout de ça. Mais c'est juste qu'il faut à un moment se dire « Est-ce que ce manque d'empathie que tu as pour un groupe de personnes n'est pas dû au fait que tu n'as pas contact avec ce groupe de personnes ? Est-ce que tu n'es pas dans une bulle de filtre qui fait que tu es préservé et prémuni de certaines réalités sociales ?» Et en fait, je trouve que c'est là que la gauche se plante un petit peu, c'est qu'elle a une manière de présenter ces réalités sociales d'une manière qui est assez maladroite, ou tout du moins, qui n'arrive pas à jouer ce même terrain de l'extrême droite qui, elle, appuie sur la peur déraisonnée. Il y a aussi que l'extrême droite a des leviers beaucoup plus puissants. Donc, je disais, il est très facile de juger le réel à partir des obsessions que l'on a, obsessions qui peuvent être manipulées. Mais c'est pas dit que notre analyse du réel soit sourcée, documentée et on va dire éclairée. Et c'est bien le danger de ces médias détenus par des ultra-riches, c'est qu'ils ne vont pas éclairer la pensée, ils vont au contraire la diriger, la cloisonner. Je parle de tout ça parce qu'il y a peu, j'ai revu l'épisode des Simpsons où Homer et son père, Abraham, fabriquent un aphrodisiaque et le mettent en vente. C'est un succès immédiat et tous les parents de Springfield se mettent à ken à tout va. Les enfants, eux, se retrouvent tout seuls et dans l'incompréhension. Et Bart, qui est alors à fond dans les théories conspi du gouvernement qui cachent la réalité des aliens, eh bien, il sort des tas de théories fumeuses parce que, soudain, il se dit éclairé, oui, le gouvernement, donc là aussi, il y a un mensonge du gouvernement. Et normalement, Lisa, elle, c'est plutôt la voix de la raison, et elle va citer le rasoir d'Occam. La solution la plus simple est souvent la meilleure. Mais Lisa, même si c'est la voix de la raison, elle reste une enfant de 8 ans qui n'a pas vraiment en tête le concept de faire l'amour. Donc, elle va affirmer que les parents, leur comportement bizarre, eh bien, ce sont des vampires inversés. Je cite cet épisode des Simpsons car actuellement, tout ce débat gauche-droite est à l'image de cette séquence des Simpsons. Les gens hurlent au complot woke ou gauchiste comme solution la plus simple, sauf que ces gens ne sont pas en mesure de voir la teneur réelle de ce qui se joue sur l'échiquier politique.
Là, dans le cas des Simpsons, en fait, ces enfants sont en train d'utiliser la radio cam pour finalement mettre en avant une réalité totalement farfelue, quelque chose qui n'existe pas. Parce que la réalité, c'est juste les parents de Springfield consomment un aphrodisiaque et ils ont envie de faire l'amour tout le temps. Et bien là, avec cette idée de complot woke ou gauchiste, pareil, on ne voit pas la réalité des enjeux sociaux et on est juste en train de translater le débat vers une non-direction, vers une voie sans issue. Du coup, au lieu de se battre et de construire, on est en train de se diviser et de ne rien faire de constructif. Et c'est exactement ce que les ultra-riches veulent, diviser pour mieux régner, je l'ai déjà dit. Et donc je discutais avec un pote qui disait « on manque d'un ennemi commun ». En fait, là, effectivement, on n'a pas d'ennemi commun. Bon, c'est un fait. Dans un groupe social, il y a toujours un bouc émissaire. Même si on produit des équipes arbitraires, il n'y a même pas lié à une appartenance, à une performance. Donc même si on fait des équipes sans aucun sentiment d'appartenance et sans lien entre les membres du groupe, l'équipe A formera une coalition contre l'équipe B et s'inventera un sentiment d'appartenance. Et ça, le climat actuel politique le dirige parfaitement. Les ultra-riches veulent que le système ultralibéral les arrange. Donc, ils achètent les médias les plus influents pour tordre les lignes éditoriales et manipuler l'opinion publique. Et quoi de mieux comme outil de manipulation que la peur, qui permet de nourrir une haine contre un ennemi commun, tout désigné comme étant l'étranger. C'est vieux comme le monde, et ça fonctionne très bien. Sauf qu'à l'affirmation « nous n'avons plus d'ennemis communs », en réalité, nous en avons un. Nous avons quelqu'un contre qui se révolter plutôt que de s'engager dans des révoltes sans cause. Et cet ennemi commun, ce sont les ultra-riches. Vous pensez que c'est les étrangers qui fraudent le plus et qui font perdre tout l'argent ? Non. La fraude sociale n'est rien comparée à la fraude fiscale. Ce sont les ultra-riches qui saignent les prolétaires et manipulent tous les prix. Vous qui parlez de lobby, non. Les réels lobbies, ce sont les ultra-riches qui font pression auprès des politiques pour ruiner notre quotidien. Par exemple, pourquoi le train devient aussi cher ? Parce que l'industrie pétrolière fait tout pour péter les verrous et faire des billets d'avion toujours plus compétitifs. Je le répète, ce n'est pas l'écologie qui est punitive, mais c'est le capitalisme débridé qui est punitif. C'est ce capitalisme qui se moque des enjeux environnementaux qui fait qu'on se retrouve avec des catastrophes naturelles toujours plus fréquentes et intenses. Je parle de tout cela parce que le métal se trouve gangréné par cette révolte sans cause de gens qui braillent contre les opprimés plutôt que de se battre contre les oppresseurs. Et c'est pour toutes ces raisons que maintenant, je ne veux plus me retrouver là-dedans et je veux m'éloigner le plus possible de ce cloaque qu'est devenu Internet. Aussi, il me faut aller dans un territoire qui est très fécond dans l'esprit métal, le nihilisme. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le nihilisme, c'est une spiritualité et une attitude de flemmard. Oh mon Dieu, Mom, ce que tu dis est choquant. Le nihilisme, c'est bien plus que ça. Oui, bon, d'accord. Essaie de me prouver le contraire, mais laisse-moi d'abord exprimer mon point de vue sur le sujet. Donc dire « je suis nihiliste », c'est l'équivalent de « de toute façon, on est foutu, donc giga flemme ». Je sais bien que le nihilisme va beaucoup plus loin que ce que je vais en dire, et qu'il y a divers courants philosophiques derrière, mais ce qu'il y a, c'est que dans le métal, actuellement, le nihilisme est mis en avant dans l'immense majorité par des pignoufs qui brandissent cette notion en étendard, avec pour seule valeur « Osef, on va crever, tout est foutu de toute manière, alors je suis nihiliste. Il n'y a que les ténèbres qui comptent. Et quoi qu'on fasse, on va tous mourir de toute façon. Et puis l'humain, t'as vu l'humain commencer, il est capable de bien des problèmes, parce que c'est l'humain le problème. » Et comme je disais, ceci est une attitude de flemmard. Parce qu'en disant ça, en fait, pas besoin de faire d'efforts, de construire, de créer ou de tenter d'améliorer les choses, vu que, de toute façon, nous sommes voués à perdre, alors rien ne sert de jouer. Puisque tout va partir à volo, autant ne rien construire. Puisque de toute façon, on va mourir, à quoi bon vivre ? Cette dernière question, elle pose un petit problème. Mais parce que si tu vas au bout du nihilisme, en fait, à l'arrivée, la réponse n'est pas sympa. Et jamais, je dirais,
Bah attends, si t'es nihiliste jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Non, jamais je dirais ça. Mais c'est pour bien montrer qu'en fait, le nihilisme se heurte à un petit problème. C'est que le vivant a cette force d'opposition contre l'entropie. Tous les êtres vivants ont cette recherche d'optimisation des ressources et de l'énergie. Que ce soit les plantes, les animaux, les humains, peu importe, même les bactéries, les virus, même le blob, il y a cette force contre l'entropie. Il y a cette lutte entre lumière et ténèbres, entre vie et mort, en permanence. Le truc, c'est qu'en disant ça, il y a une opposition derrière, mais alors là je trouve que c'est la pire qui existe, c'est que puisque le vivant cherche à se battre, eh bien moi qui suis nihiliste, je vais contre l'ordre naturel qui voudrait que le vivant se batte contre la mort, moi j'arrête le combat. Alors déjà, tu vas redescendre un petit peu mon garçon, parce que c'est pas en arrêtant le combat de la vie contre la mort que tu t'opposes au plan divin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu restes juste le cul vissé dans ton canapé en attendant que la mort arrive. Donc, t'es pas aussi héroïque et malin que tu prétends l'être avec cette attitude de moi j'arrête le combat contre l'entropie, parce que de toute façon on va tous mourir. Et puis, combattre l'ordre divin, t'es qu'un individu, hein. Excuse-moi d'enfoncer une porte ouverte qui est pas très sympa, mais t'es un parmi des milliards. Dire, c'est pas parce que toi tu décides d'être nihiliste que oh mon dieu l'univers il va se dire oh là là mais qu'est-ce qui se passe. Non, ton choix en fait finalement dans le grand scheme of things, dans le grand schéma de l'univers, oui d'accord cool. Et ensuite pourquoi je suis opposé contre cette idée là? Parce que c'est justement cet abandon qui ouvre la porte à tout ce que tu détestes. Tu dis détester les humains qui se vautrent dans l'opulence et l'oisiveté, mais tu t'enfermes dans une prison numérique à bouffer tout ce qui te passe sous la main. Tu dis haïr les systèmes politiques qui sont corrompus par nature, mais ton absence d'engagement politique permet le fleurissement de tout ce que tu trouves abject. Tu dis n'en avoir rien à faire du sort du monde et des humains, pourtant, tu te sens obligé de faire savoir aux autres que tu es nihiliste. Parce que même si tu dis t'en foutre des humains, tu restes un animal social et tu as besoin de te distinguer en disant à tout le monde « je suis pas comme vous, moi je suis nihiliste ». Sauf que si tu étais vraiment nihiliste, en fait, personne n'en saurait rien parce que tu irais même pas le gueuler sous tous les toits. Parce que tu t'en foutrais en fait des autres, pour de vrai. Et encore une fois, on revient au début de mon segment négatif. On est sur ce besoin de prouver sa valeur. On en revient au prouveur. On boucle ainsi sur le nœud du problème, sur ce qui, pour moi, vient vicier absolument tout à l'heure de l'internet globalisé et généralisé. Ce qui vient vicier tout à l'heure du moi tout-puissant. Ce besoin de prouver sa valeur, le fait d'être constamment dans une attitude de prouveur. Moi, je suis plus malin. Moi, je sais des choses. Moi, j'ai étudié des trucs. Moi. Sur le net, ça se glorifie, ça joue les durs. IRL, ça se dégonfle et ça rase les murs. Je ne veux plus de cette mascarade. Ainsi, je vous le dis une dernière fois, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Au revoir.